Alors, on reprend Bezrat Hashem. On va essayer de terminer aujourd'hui, si Dieu veut, le chapitre 4 de la porte 29 sur les ta'amim restants. Alors, la dernière fois, on avait terminé sur le rafé et le dagesh. D'accord. Et je vous ai montré que je vous ai envoyé des images pour ceux qui veulent de signes avec avec ce siman de rafé qu'on retrouve au-dessus de la lettre. Alors, on va reprendre sur le yétiv. Le yétiv, lui, c'est un ta'am normal, qui est connu, que je vous rappelle qu'on avait dit que d'après le Rama, qu'il y avait à la fois des ta'amim et à la fois des signes de ponctuation, qui ne sont pas évidemment des points voyelles. Le yétiv, lui, c'est un ta'am normal, et il est fait comme une espèce de petit V inversé. Mais on va expliquer pourquoi il a cette forme-là. Le yétiv ou sod aïkouv hashefa. Alors, le yétiv, normalement, c'est un ta'am qui va marquer un arrêt. Littéralement, yétiv, ça veut dire le fait de s'asseoir. On s'assoit, on marque un arrêt. Donc, c'est un ta'am, on va dire, posal, qui va marquer un arrêt dans la phrase. Alors, pourquoi on marque un arrêt dans la phrase? Ou sod aïkouv hashefa. C'est le secret que l'influx est empêché. Il y a un empêchement de l'influx. L'influx ne passe plus, il a un arrêt. Bechorma, et parce que l'influx, il est arrêté dans la chorma, à cause ou par le secret d'un verset qui dit Lama Hashem tamod berachok. Dans les psaumes, le roi David, il a dit pourquoi est-ce que Hashem, tu te tiens dans le lointain? Autrement dit, le roi David, il a dit je sens que l'influx ne passe plus. Il y a quelque chose qui passe plus. Je reçois plus. Je ne capte plus. Veu betsura tarakia vav. Alors, l'influx normalement, il a la forme du rakia, c'est-à-dire d'une étendue céleste, il a la forme d'un vav. Shiunatu il ashpia kazé. Et ce rakia, vous vous rappelez, c'est une ligne horizontale et qui est étendue pour donner un influx. Et du coup, l'influx se casse. Venirpal, et donc du coup, cette ligne horizontale, elle va se dédoubler en deux, pour faire comme une espèce de V inversé. Ben non, c'est un V qui est fait sur le côté. Venistale kazé, et on a cette forme du yétiv. Un peu, c'est comme une espèce de demi-guillemets à la française. Venikra yétiv, et il s'appelle yétiv, besod amdat hashefa, parce que ça veut dire que le shefa, l'influx céleste, il se retient, on pourrait dire, Varikouvo, et donc il est empêché. À propos d'un verset qu'on avait vu dans Parashat Noach. Dans Parashat Noach, on avait posé la question, mais comment est-ce que Dieu il a pu faire pour qu'une telle vague de destruction mondiale arrive, le déluge? Et le Zohar, il avait donné là-bas aussi un verset dans les psaumes. Et dans les psaumes, le roi David, il avait dit Hachem la maboul yashav. Rappelez-vous de ce Zohar, on a vu ça dans Parashat Noach. Ça veut dire Hachem Yudke Vavke, la maboul, ou pour le déluge, ou vers le déluge, Yashav, il s'est assis. C'est-à-dire quoi il s'est assis? C'est-à-dire il a dit je laisse faire. Or Yashav, ça veut dire s'asseoir, comme Yétiv. Et on avait dit dans le Zohar là-bas, dans Parashat Noach, comme on vient de le dire, Yashav bil Chodoy, de la Atia Imdina. Il s'est assis tout seul pour ne pas qu'il vienne avec le din. Autrement dit, Dieu il a dit, je laisse faire le din. Maintenant, moi, je me mets de côté. Je m'assois dans un coin. Et donc, vechen, kasher adin mitpachet, lorsque le din, la rigueur, elle va donc se déployer dans le monde, ve'olam nidun, et que le monde, il est jugé, ofer panav minasmol el ayamin, kaviachol, il tourne sa face de la gauche vers la droite, et donc maintenant c'est l'épée du din qui va agir dans le monde. Et c'est ça qu'il y avait marqué là-bas dans le Zohar, Vehu Yetiv bil Chudoy. Parce que Yetiv c'est la traduction araméenne de s'asseoir. Et le Zohar là-bas il a dit qu'il s'assoit tout seul. Vainu Yetiv. Et donc c'est ça que veut dire ce signe le Yetiv. Afar ketsato al yamin. Donc il a maintenant renversé son extrémité vers la gauche, mipne tokef adin,
à cause de la puissance du din, ve'akol inyan echad, et tout ça c'est le même sujet. Pourquoi? Parce que le fait qu'on a dit que Yetiv, ça correspondait à Yashav, dans le Zohar là-bas, on n'a pas cité le Ta'am Yetiv. C'est le Ramak tout seul qui a fait la jonction. Donc vous voyez que le Ramak aussi, souvent même, il va donner des interprétations personnelles à partir de textes du Zohar. Il y a le Tirsa, mais le Tirsa, on l'avait déjà vu dans le chapitre 2. On va juste revenir rapidement sur le Tirsa, parce qu'on avait vu que le Tirsa, c'était l'inverse du Talcha. Vous vous rappelez, on avait dit que le Talcha, c'était du côté de la gauche, et le Tirsa, c'était du côté droit. Donc c'est pour ça que le Ramak, il les avait mis l'un à côté de l'autre. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, la particularité des Ta'amim, d'après le Ramak, c'est qu'on va pouvoir mettre dans les Ta'amim des signes qui normalement ne sont pas considérés comme étant des Ta'amim, et qui sont des signes qui ne sont pas non plus des points voyelles. Donc, où est-ce qu'on les met? Alors, Ramak, il a dit, pour moi, ce sont des Ta'amim. Et on va en voir maintenant au moins deux. Le premier, c'est le Shibolet et Sibolet. C'est quoi ce signe? C'est très simple. C'est le point qu'on met sur un shin à droite ou à gauche pour indiquer qu'on va dire che ou se. Shibolet, Sibolet. Alors, c'est intéressant parce que, pourquoi est-ce que le Ramak, il a considéré ça comme un ta'am? Personne n'a considéré ça comme un ta'am. Alors, c'est vrai que c'est pas écrit dans le Sefer Torah. Et que si le lecteur, il sait pas si c'est un shin ou un sin, il se trompe. En plus, vous savez que le sin et le samer sont des lettres aussi interchangeables. Il y a des fois dans la Torah où il y a un sin et des fois où il y a un samer. Donc le Ramak qui dit, pour moi, c'est un ta'am. Évidemment, il ne le dit pas tout seul, il y a forcément une tradition, mais ce qu'on va voir maintenant ici. Anire mitoch hanekuda azo. Donc, ici c'est un point. Et ce point, il semble qui a otazé a remes shela babina, que ça indique la bina, viremez el gimel akavim animshachim mimena. Et donc ça correspond aux trois axes qui sortent de la bina. Vous vous rappelez que de la bina, il y a trois axes qui sortent. On avait vu ça la dernière fois, vaïvaïssa, vaïavo, vaïet, et ces trois axes-là, ils vont former quelque part le et de la bina. On avait vu ça dans Shar, à Sheharim. Et donc, l'axe de droit, veine, ayamin ou chesed. Il est donc chesed. Il est donc générosité. L'axe de gauche, il est goura. Ou beyot anekuda azot bayamin. Et donc, maintenant, quand le point il est placé à droite, il indique la chorma. Parce que c'est comme si dans la bina, du coup maintenant, on va dire du côté droit, c'est la chorma. Et qui correspond à un chesed, chauffé et aléa. Et donc c'est effectivement un chesed qui est influé. Ve'irafa besod arahamim. Et donc du coup c'est léger par rapport au rahamim. C'est vrai que c'est vrai que le son che, il est plus raffé que le son se. Je répète, c'est vrai que le son che, il est plus raffé, il est plus faible que le son se. Donc que vous dites shin ou sin, vous allez mettre l'accent sur la droite ou sur la gauche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont placés à droite et à gauche. Et donc, ou beyot anekuda avav asmali. Et donc, lorsque l'axe il est du côté du vav qui est de gauche, ça indique la bina qui est donc du côté de la gvura. Parce que c'est de la bina dont vous vous rappelez qu'on a dit plusieurs fois que la bina des min'a mitarin dinin, que c'est à partir de la bina que vont se dévoiler les dinim. Ça, il y a un moyen de s'en rappeler, si vous voulez, c'est que dans les noms divins liés à la bina, puisque, alors, normalement, la bina, elle n'est pas liée au degré de Elohim, pour ceux qui se rappellent des noms divins. Elohim, ça serait plutôt lié à la gvura. Et on a dit, comment est-ce que la bina, elle serait donc, à quel nom divin elle correspondrait? Rappelez-vous ça, on a vu dans Shara Shemot. Elle correspond au nom divin Yud Ke Vav Ke avec la ponctuation de Elohim. Autrement dit, ce sont les lettres de Yud Ke Vav Ke, qui sont des lettres donc de miséricorde. Mais la ponctuation, c'est-à-dire le mouvement, c'est un mouvement de din.
C'est ça que le Zohar il a dit, que Bina, des Min'a Mitarin Dinin, comme on a expliqué dans Shamaout Vanagar. Zo nidgeshet vezo hena nidgeshet. Et donc c'est pour ça que quand c'est du côté de la Bina, c'est à gauche, donc du coup le son il est beaucoup plus accentué, il est nidgash, et quand que c'est du côté droit, c'est moins accentué. Quand c'est du côté, c'est complexe, quand c'est du côté de Chorma, le son il est plus ouvert, le che. Et quand c'est du côté de la Bina, alors effectivement, comme la Chorma elle disparaît, donc du coup ça fait plus de din. Et donc c'est pour ça qu'on a le son se, che, se. Bezula ta'amadin kishepirashnu, effectivement en plus de cette notion de din que nous venons d'expliquer. Donc très intéressant, ce shin et ce sin. Un autre point, qui est considéré comme étant un point aussi, on va dire, grammatical, et qu'on ne trouve pas dans les ta'amim, c'est le mapik. C'est quoi le mapik? Le mapik, c'est un point qu'on met à l'intérieur d'un hé. Alors, on a vu la dernière fois que les lettres gutturales, normalement, ne prennent pas de dagesh. Parce que les lettres gutturales, Aleph, He, Chet, Aïn, elles sont du côté du chesed. Or, le dagesh, c'est du côté du din. Mais on a ce mapik dans le hé. L'exemple du mapik, j'espère que tout le monde sait, Abaïta, là. D'accord? Donc c'est en fin de mot, on a un hé et on met dans le hé un point, et ce point, il va quelque part dédoubler le hé. C'est pour ça qu'on fait ha. Alors, en général, c'est pour indiquer, du point de vue de la grammaire, la propriété, là, ce qu'il y a elle. Ou ça va indiquer aussi des fois la direction, à baïta, vers la maison. Alors, mais d'après le Ramak, je répète, c'est un ta'am. Alors, Beze Atam, Midgale Sod Heyud. Or, le point, c'est un Yud. Donc, c'est comme si on avait rajouté un Yud dans le He. Donc, si on rajoute un Yud dans le He, on a quoi? On a He Yud. Or, He Yud, même si vous ne faites pas attention, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que dans le Shem Yudke Vavke, c'est Yudke. Quel est le nom où on a la séquence He Yud? Dans le nom Elohim. Alors c'est une grande question au début du Zohar. Comment ce nom Elohim, il a été créé? D'accord? On avait dit même c'était Helayam, ou le Zohar il avait dit là-bas Helemi. Mais dans le Shem Elohim, la particularité c'est que c'est le He qui est devant le Yud. Or si le He il est devant le Yud, ça veut dire que le He l'emporte le Yud. Rappelez-vous que ça, on a appris ce principe dans les noms. Chaque fois qu'une lettre précède, ça veut dire que c'est elle qui l'emporte. C'est elle qui donne l'activité. Par exemple, on a vu ça, tant qu'on fait des révisions, dans les permutations de Shem Yud Vavke. Dans les permutations de Shem Yud Vavke, quand le mot il commence par un Yud, effectivement, il a une prédominance, il a un mouvement Yud. Mais quand une des permutations commence par le He, effectivement, il a une prédominance din et féminine. Or, le nom de Elohim, comme on vient de voir, qui peut être aussi associé à la Bina, et il peut aussi correspondre à la Chochma Tata, c'est-à-dire la sagesse inférieure qui est la Malchut. Très bien. C'est-à-dire que tout ça, vous le savez. Kishnehem Nikraim Elohim, parce que le nom de Elohim, alors le nom de Elohim, c'est compliqué. Le nom de Elohim, il peut être attribué à plusieurs sphirotes, et c'est toujours très compliqué l'attribution des noms divins aux sphirotes. Alors ici, il dit, et c'est l'une des manières de voir dans le Pardes, il dit que c'est soit lié à la Bina, comme on a dit, soit lié aussi à la Malchut. Ve'ainyan nidgale beshem bemilou yudin kaze. Et ça correspond à un déploiement du nom divin qu'on va appeler le Shem Sag. C'est quoi le Shem Sag? Alors, le déploiement du Shem Yud Kevavke. Yud, c'est Yud Vav Dalet, ça bouge pas. Le He, ici, on va l'écrire He Yud. Le Vav, Vav Aleph Vav, et le deuxième He, He Yud. Alors, le He, on peut le déployer de plusieurs manières. On peut l'écrire He Aleph ou He Yud. Et en fonction des 4 milouïm connus, Av, Sag, Maben, évidemment, ça ne fera pas le même. Dans ce nom-là, il a une valeur numérique de 63. Et c'est un nom assez intéressant, parce que c'est un nom de transition.
Parce que le vav, il est lié avec un aleph. Autrement dit, il est lié à l'axe central. Le yud, il bouge pas. Et les deux he, ils prennent un yud de plus haut. Et donc, c'est un nom de transition et c'est surtout un nom qui peut permettre de faire du din. Le shem sag. C'est expliqué plusieurs fois dans le Zohar et dans le Harizal. Et donc, ve'are sheba bina ou b'malchut. Et donc, vu que ce nom de Elohim, qui a cette particularité d'avoir le he avant le yud, donc, ça indique que effectivement, que dans la bina et dans la malchut, le he l'emporte sur le yud. C'est-à-dire que le féminin l'emporte sur le masculin. Donc, ve'al doché. Et donc, ça correspond au din, comme on l'expliquait dans la porte mimata lemala, la porte de bas en haut. Ve'sod ha'ikar. Alors, c'est quoi ce principe de mettre un yud dans un he? Kiba malchut, metziut yud, vechen babina. Parce que dans la malchut et dans la bina, il y a aussi un yud. Alors, comme quoi, on peut trouver des yud à tous les niveaux. Omnam. Nivnu sod binyan amechase ala yudin. Mais maintenant, ce yud, il est recouvert par un he. C'est pas un yud qui se dévoile. C'est un yud comme le mapik. Vous avez un he, et ce he-là, il recouvre le yud. Ve'aïnu he. Et donc ce he, comment il est fait ce he? Le he, il est fait donc l'une des manières de faire le he, c'est de faire le he avec 3 vaves. Pourquoi on fait le he avec 3 vaves? Alors qu'on peut faire le he, vous vous rappelez, on peut faire le he, on peut le faire aussi dalet vav. Le he de 3 vaves, il correspond, comme on l'a dit, à ce principe de vaïssa, vaïavo, vaïet. C'est-à-dire, ce sont les 3 vaves du Shem Ayin Bet. En gros, ce sont les 3 axes de la Bina. C'est-à-dire, la Bina, comme c'est la mer, elle a en elle les 3 axes qui vont sortir d'elle. L'axe de droite, l'axe de gauche, l'axe du centre. Ces 3 axes sont considérés chacun comme étant un vav, et ces 3 vaves assemblés vont faire le he. Shebaem mitlabeshet ayud, kedepirachon, comme on l'expliquait dans Shara Metziut. Velachen, ikar be'ein ou kazé. Et donc, effectivement, on a un petit dessin très simple où on va donc voir 3 vaves. Donc, on a 3 vaves, et ces 3 vaves forment un he, et on a un yud au milieu. Velachen, ba'he, lirmoz al shem anekeva. Donc, effectivement, ça indique un principe féminin, le he. Bechinoya, Bahahe, Besofa, Bemapik Kazé. Et on va mettre dans ce he qui est un he final, on met le he mapik uniquement sur un he final. Il n'y a pas de he mapik au milieu d'un mot dans la Torah. Donc c'est un he final, un he féminin, dans lequel effectivement on met un yud, les orot à la din pour indiquer qu'il y a un din. Parce que ce he là, vous voyez bien qu'on va l'accentuer, he. Et donc, ça correspond à ce secret du nom Elohim. Velachen a mapik. Et donc, c'est pour ça que le mapik, c'est un din plus fort que le dagesh. Alors, c'était une grande question que j'avais eue il y a très longtemps, à savoir, est-ce que on pouvait considérer le point du mapik comme un dagesh? Vous allez dire, mais c'est une question quand même qui n'a pas de sens. Parce que le dagesh, c'est un dagesh. Le dagesh, on sait dans quelle lettre on le met. On sait qu'il y a un dagesh fort et qu'il y a un dagesh léger. Alors que le mapik, c'est simplement un point. Mais il y a une similitude. Et c'est ce que remarque ici le Ramak. Il dit les 2 points, ils ont pour fonction d'accentuer la lettre. Mais l'accentuation du mapik est plus forte. C'est ce qu'il vient de dire ici. Velachen a mapik ou din yoter. Le mapik, c'est donc un din, une rigueur plus forte que le dagesh, comme on vient de l'expliquer. Alors, un tam très très particulier, à tel point que quand on avait fait ça, quand on avait vu la première fois dans Char à Nekudot, on était un peu pas très clair. Alors, on a le Gaïa. J'espère que vous vous rappelez cette histoire de Gaïa. Le Gaïa, vous vous rappelez, c'était un Vav qui est en exil. C'est quand le Vav, il descend en dessous du mot. On a vu ça, le Gaïa, on a vu le Gaïa au chapitre 2. Et le Gaïa, vous vous rappelez, c'est quoi le Gaïa? C'est qu'une espèce de barre verticale qu'on place sous un mot. Et c'est comme si le Vav était descendu en bas. On avait dit que c'était un Vav qui est en exil. Parce qu'effectivement, le Vav, il a perdu la Shrina.
D'accord? Ça correspond à la notion de l'existe Gaïa. Mais on a un Sheva Gaïa. Alors que Sheva Gaïa, il a évidemment d'autres noms dans les Ta'amim. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, vous faites votre barre verticale du Gaïa, et à droite de cette barre, on met un Sheva. Donc on a 2 points, une barre. Alors, cette notion du Sheva Gaïa, ou Mamash al derech azakef gadol, il correspond au principe du zakef gadol que on a vu plus haut. Où est-ce qu'on a vu le zakef gadol et le zakef katan? On l'a vu dans le chapitre 3. Pourquoi? Parce que le zakef gadol aussi, il est fait pareil. Simplement, le zakef gadol, il est sur le mot. Alors que le sheva gaya, il est en dessous du mot. À quoi il correspondait, vous vous rappelez, ce zakef gadol? On avait dit que c'était comme s'il y avait une barre verticale et 2 points, un point à droite et un point à gauche, et que ces 2 points maintenant qui étaient à droite et à gauche, ils passent du côté droit. Vous vous rappelez, c'était par rapport au fait que Tiferet, quelque part, il allait équilibrer le sheva. Parce que ces 2 points, c'est un sheva. Donc le din du Sheva est un peu équilibré par le Vav, et c'est ça qui fait le Zakef Gadol. Maintenant, évidemment, comme je dis, c'est en bas. Et là, chez Eluhem Lemata, Besod Anikut, simplement le Sheva Gaya, donc à la différence du Zakef Gadol, il est en dessous de la lettre ou du mot. Besod Anikut, les Orot, pour indiquer, chez Chazrou Shteem, les Sod Ayamin, Besod Alhamim, pour indiquer qu'effectivement les deux sont revenus dans le principe de la droite et de la miséricorde. Et donc, Velachen, Tenuat Sheva Sheudin. Donc, le principe du Sheva qui est du din, ça, on le sait. Chazra el Tenuat Patach Shurahamim. Et cette barre, on peut la considérer comme étant la barre du Patach. Évidemment, le Patach aussi, il est fait d'un trait. Qui est Rachamim. Chez Sod Azachar, qui est donc le principe du masculin, un Mityached qui va donc signifier, qui va faire le Gaïa. Vekacher Isemucha, Leotiyot Agaron. Alors maintenant, lorsque ça va être attribué aux lettres gutturales, qui sont donc, on a dit, les lettres du Chesed, I Tenua Baen, Mipne Tikvuret Chesed Aleem, et donc effectivement, ça va donner un mouvement dans ces lettres-là à cause de l'accentuation du chesed sur eux. Et lorsque c'est à côté de la lettre yud, alors du coup ça va faire un chirek. Comme si effectivement en fonction de la lettre, ça changeait. Ou moré aladin, et donc effectivement, vous vous rappelez que le chirek c'est quoi le chirek? Le chirek c'est la malchoute qui est en bas. Et donc ça indique le din. Besod aelem vistalkut ashpa mimena. Et effectivement, parce que ça correspond à un mystère, au fait que elle a perdu son influx, comme ça. Et qu'elle est effectivement noire. C'est quoi cette histoire que la malchoute elle est noire? C'est marqué dans Shir Hashirim. Il est marqué que là-bas, ne me regarde pas qui shechora ani. Il est marqué là-bas que hahole kedar. Et est marqué là-bas comme les tentes de Kedar. D'accord? Chez Iot Yud Kenidrash Beshir Hashirim, et qui correspond à cette lettre du Yud, comme on l'expliquait dans Shir Hashirim du Zohar. D'accord? Donc ça veut dire c'est quand ça descend. Ou on peut dire aussi que le Sheva Gaya, les Mata, lorsqu'il est en bas. Donc quand le Ramaki dit Odef Shalomar, ça veut dire qu'il y a plusieurs interprétations. Moré à la Yisod, Ametan Netzar Ve'aod, Netzad Yamin, ça indique maintenant ce degré du Yesod qui va pencher du côté de Netzar Ve'aod, du côté droit, comme on l'a expliqué à propos du Zakef Gadol. Donc effectivement, c'était ça les questions qu'on s'était posées sur le Zakef Gadol. Veze Yitaper les Sheva Gaya. Et donc du coup, ce Zakef Gadol, il s'est transformé en Sheva Gaya, de façon, on va dire, ponctuelle, parce qu'il va pencher du côté de Netzachot, du côté gauche. Besol she'u noté Netzadadin, parce qu'effectivement, il va pencher du côté du din, et ça, évidemment, c'est quelque chose de ponctuel.
ce qui n'est pas lié dans Tiferet, parce que dans Tiferet, quand Tiferet il est en haut, ça s'appelle le Zakev Gadol. Donc le Zakev Gadol, comme c'est placé au-dessus de la lettre, il y a plus de Rachamim. Lorsque c'est placé sous la lettre, il y a plus de din. Je relis. Ma she'en ken ba Tiferet shel olam bezakev gadol. Les filles chez En à Tiferet noter les tzadadin. Ça peut pas que Tiferet, il ne penche pas du côté du din. Elle a mistalek mi benem. Et donc on a dit que le Tiferet, il allait donc quelque part s'introduire entre ces deux points. Et les deux points maintenant allaient passer du côté droit. Benem ve'adin azeh besod yativ. Et effectivement, parce que lorsque cet influx, il s'en va, alors on est revenu au yativ. Le yativ, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la barre de Tiferet qui va maintenant se replier sur elle-même. Je sais, tout ça, c'est très complexe. Alors, on va terminer, ce qui est logique, par le Sof Pasuk. Alors, le Sof Pasuk, effectivement, tout le monde considère que c'est un tam. Et c'est donc ce qui va, comme son nom l'indique, Sof Pasuk, la fin d'un verset. C'est un signe qui indique donc le point de fin d'une phrase. Or, c'est pas rien de mettre un point à une phrase. On peut réfléchir là-dessus. Pourquoi on met un point à une phrase? Une phrase, elle peut durer longtemps. Pourquoi est-ce qu'à un moment, on considère qu'une séquence de mots se termine? Donc, c'est un terme très important, à tel point que dans le Elimar Rabati, le Ramak, il va consacrer un long passage pour expliquer cette notion de Sof Pasuk. C'est quoi cette notion de la fin? Comment est-ce qu'on va maintenant terminer? On a des ta'amim mafsikim qui vont donner on va dire, des pauses ou des arrêts au milieu d'une phrase pour indiquer des respirations ou pour indiquer effectivement des segments de phrases. Mais là, vraiment, on a terminé le mot. Sof Pasuk. Nireh les faresh. Il me semble qu'on peut expliquer que ça correspond au yesod, que mot est psik atzmo, comme le psik. Rappelez-vous qu'on a vu le psik. Évidemment. Le psik, c'est quoi? Le psik, on l'a vu. C'est ça, le chapitre 3, on a vu le psik. Et on avait dit que le psik, c'était quoi? Le psik, vous vous rappelez, c'est une barre verticale qui va couper. Rappelez-vous l'exemple qu'on a vu, Abraham, Hachem. D'accord? Et ça correspondait à là-bas, ils avaient expliqué par rapport à Yesod, qui va séparer entre un monde et un monde, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. L'Abraham d'avant, c'est pas le même que l'Abraham d'après, le fait qu'il ait voulu ou qu'il ait tenté de sacrifier son fils, comme on l'a vu. Simplement, il y a une grande différence. Parce que, et là, yesh chiluk gadol benem. Parce que le psik, yesh aharav malchut. Parce que d'abord, le psik, il n'indique pas une fin de phrase. Et si le psik c'est Yesod, après Yesod, il y a Malchut. Donc c'est pas forcément la fin. On a marqué une pause. On a coupé. Madriga Asirit. Et donc le Yesod, c'est, dans une configuration, c'est le 9, et la Malchut, c'est le 10. Besod, Messiota, les Mata. Évidemment, c'est quand la Malchut, elle est donc en bas. Que normalement, la Malchut, elle est plus haute, j'espère que vous le savez. C'est-à-dire, c'est après le fait que la lune se soit rétrécie que la Malchut, elle descend en degré dixième. Le Ramak, il a répété ça vraiment beaucoup de fois dans le Pardes, c'est vraiment très important pour lui. La Malchut n'est dixième que dans une configuration particulière. Et donc, dans cette configuration-là, le Yesod, il est donc neuvième. Mais normalement, le Yesod, il aurait dû être quoi? Le Yesod, il aurait dû être 10. Parce que si la Malchut, elle était restée la lune à côté du soleil, pardon, les deux grands luminaires, ils étaient côte à côte. Donc la Malchut, elle est pas en bas. Or, qu'est-ce qui est en bas? C'est Yesod, parce que c'est Yesod le fondement. Ok. Maintenant, le Sof Pasuk, il indique donc que le Yesod, il est dixième. Shua Siri. Vers Malchut, Metsiuta Lemala. Et donc la Malchut, si Yesod, il est dixième, la Malchut, elle est donc plus haut. Comme quand on l'a dit, Ve'aya or alevana keorachama, c'est-à-dire lorsque la lumière de la lune, elle est comme la lumière du soleil. Ve'yesod asiri sof atzilut, et donc du coup le Yesod, il devient le dixième, et il devient vraiment lui le dernier. Et c'est donc lui qui va couper. Autrement dit, c'est passionnant. Quand on arrête une phrase,
Ça veut dire qu'on a remis les choses à leur place. La malchoute, elle est remontée. Un pasouk, c'est une entité en soi. C'est un très 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 grand sujet. C'est quoi un verset finalement? Un verset, c'est une unité de sens, une unité de mots, une unité de lettres. On peut tout faire avec un pasouk. La Gemara, elle a dit, quelqu'un qui se lève le matin et qui a dans sa bouche un verset, ça s'appelle une petite prophétie. Un verset de la Torah, il a en soi un monde en lui. Le Ramak, il avait parlé de ça aussi, si vous vous rappelez, au début de Shar Praté Hashemot. Cette notion du verset. Un verset, quand quelqu'un il a un verset, ça veut dire qu'il a beaucoup de choses. C'est une unité quasiment extraordinaire à un verset. Donc quand on met un point à un verset, ça veut dire que le Yisod maintenant il est 10e et la Malchut elle est remontée. Donc on a remis les choses à leur place. Et donc du coup, si Yisod il est 10e, qu'est-ce qu'il y a en dessous de lui? Il y a les anges. Il a les chérubins. Parce que, et la vérité, c'est pas, le Ramak ici, il nous donne des choses extraordinaires, qu'on ait compris peut-être dans le Pardes. Quand la Malchut, elle est en bas, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la Malchut? Vous vous rappelez qu'on dit que la Malchut, d'un côté, elle a Ragla Yordot Mavet. Elle a les pieds qui descendent dans la mort. C'est le début des forces extérieures. Où on a vu ça dans Shara et Chalot. C'est là où on va commencer, par exemple, quand on voit dans les mondes, dans la porte des 4 mondes, quand on avait dit que la Malchut elle est en bas, c'est là que va commencer le principe du trône, le Solabria, c'est-à-dire le monde de la Bria, c'est-à-dire la notion du qui c'est. Mais lorsque c'est Yesod, qui est donc le dernier, et donc, on va avoir là-bas le principe des kérouvim sur lesquels qui sont liés à cette notion du trône. Or, c'est quoi les kérouvim? Vous vous rappelez, ce sont les deux, le Zohar, il a dit plusieurs fois, c'est quoi les kérouvim? Ce sont les deux anges principaux, même tête et sandalphon. Ve'enam teloim biktav. Et ceux-là, on peut pas les mettre dans l'écrit. C'est pour ça que le signe de ce pasouk, c'est quoi le signe de ce pasouk? C'est 2 points. Alors en hébreu, on met pas un point final, on met 2 points. Comme en français, on met 2 points. Bon, en français, quand on met 2 points, ça veut dire que on veut expliquer. C'est pas la fin d'une phrase. Mais en hébreu, quand on met la fin d'un verset, on met 2 points, l'un au-dessus de l'autre. Ces 2 points, c'est le début du commencement des anges, de même tête et sandalphon. Ve'enam teluim birtav. Ela em bet nikudot, et donc ce sont les 2 points, zo al gabzo, l'un au-dessus de l'autre, de cette manière-là. On a donc terminé maintenant l'examen des ta'amim. Si Dieu veut, la semaine prochaine, il nous reste un chapitre, le chapitre 5, où maintenant on va reprendre le principe général et les secrets des ta'amim. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.